Salut tout le monde, bienvenue au Rapport Boivin, édition, en fait, 13e chapitre, édition, parce qu'on l'enregistre le jeudi, édition du 2 mars 2017. Bienvenue, que vous soyez à la TVC Basse-Lièvre ou sur le réseau de ma TV. Ça me fait plaisir que vous soyez là, c'est encourageant, les commentaires et tout ça. Et je commence la semaine, c'était toute une semaine encore une fois d'actualité. On va faire un survol d'un peu différents thèmes qui se sont déroulés toute la semaine. En premier, moi, je pensais que j'avais fini de parler de Guertin pour un bout de temps, mais non, on s'est tous réveillés lundi matin avec une grosse histoire qui est sortie dans le droit, alors que Alain Sears, le président des Olympiques de Gatineau, a fait une déclaration dans le cadre d'une rencontre avec le journaliste du droit en compagnie du maire Maxime Pedneau-Jobin et de la personne qui va s'occuper du dossier Guertin chez Vision Multisport Outaouais, Alain Sancartier. Et dans le cadre de l'entrevue, à un moment donné, M. Sears a comme sorti une espèce de mini-bombe. À l'époque, au début de semaine, je trouvais que ça faisait une assez grosse bombe, mais finalement, ça s'est un peu dessoufflé, Dieu merci. À l'effet que le dossier qui est maintenant porté par nos députés provinciaux à Québec en vertu de la demande de l'adoption d'une loi spéciale pour autoriser la ville de Gatineau à procéder de la façon qu'ils veulent procéder dans le dossier Guertin, bien qu'il n'y aurait pas une belle unanimité du côté de nos députés provinciaux. Et s'il y a quelque chose, on sait qu'il y a des conseillers municipaux qui ne sont pas trop contents du fait qu'on va sortir Guertin du secteur Hall pour l'envoyer dans le secteur Gatineau. On sait qu'il y en a qui n'étaient pas contents de la façon que ça a procédé. On sait tous que M. Tassé avait déposé une espèce de plainte à la Commission des affaires municipales. Enfin bref, il y a plein de choses, mais on sentait une fois le vote final du Conseil pris que, bon, maintenant, ça s'en va à Québec, puis on espère juste que ça passe au plus sacrant. Mais là, d'apprendre qu'il y aurait peut-être, et ce que je déteste de ce type de nouvelles, c'est le fait qu'en ne disant pas de qui on parle, on laisse l'imagination de tout le monde galoper. Sans dire de qui il parlait, il semblait en même temps pointer une personne juste pour avoir le courage de dire des noms, parce que finalement, il nous disait, bien, Maryse Gaudreault, M. Marc Carrière, le député de Chapleau, M. Iraka, en tout cas, et M. Fortin, du côté d'Elmer, n'ont jamais rien dit contre le projet Guertin tel que la Ville aimerait bien qu'il aboutisse. Donc, ça laissait sous-entendre que c'était la ministre régionale et c'est un gros morceau. Si c'est le cas, quand ça va se discuter au sein du cabinet, est-ce que ça va empêcher le dossier d'aboutir? Quel était l'objectif visé par ce type de déclaration qui en était une sans en être une? Pas sûr qu'on servait la cause en donnant cette impression. Si c'est vrai qu'il n'y avait pas une belle unanimité, est-ce que c'est parce qu'on voulait peut-être embarrasser de façon à ce que la personne qui était pointée par la déclaration fasse pas trop de vagues à Québec, se taise et reste tranquille? Est-ce que en ne disant rien, on aurait pu donner cette belle impression d'unanimité, ce qui aurait rendu le dossier plus facile? Seul l'avenir nous le dira, mais c'est comme ça on se ménageait une porte de sortie en cas de dérapage en cours de route. Enfin bref, ça me montre que même si on ne veut plus en parler de Guertin, puis on a juste hâte de le voir se construire, que ça n'a pas fini de faire jaser. Parlant de la ministre de la Justice et ministre responsable de la région de l'Outaouais, Stéphanie Vallée, cette semaine, ça devait être une semaine de relâche pour nos politiciens provinciaux, mais ils ont tous été rappelés au travail lundi pour l'adoption, vous le savez, d'un projet de loi forçant le retour au travail des juristes de l'État. Ça, c'est les avocats notaires du gouvernement qui travaillent les différents dossiers dans les différents ministères, rôle quand même essentiel pour s'assurer de la légalité des gestes posés avec les projets de loi et les avis juridiques. Enfin bref, ils ont quand même de grosses responsabilités, sont en grève depuis déjà un bout de temps. Et cette loi pour forcer le retour au travail qui sera contestée par les juristes qui disent que ça enfreint leurs droits constitutionnels, mais là où le dossier a réellement
fait beaucoup jaser cette semaine, c'est que notre ministre régional aurait été aperçu par des représentants de l'Association des juristes de l'État dans le Salon Bleu en train d'écouter les discours, mais en train aussi de jouer à un jeu sur son petit bidule comme ça ou sa tablette, le jeu Bubble Crush. Je suis convaincue, vous qui m'écoutez, probablement 90% avez déjà joué une version quelconque soit de Bubble Crush, Saga, Soda, en tout cas des petits jeux, là, j'en ai déjà vu. L'erreur qu'elle a peut-être fait, surtout étant ministre de la Justice et que ça concerne les avocats de l'État, c'était peut-être de faire ça de façon aussi évidente devant la possibilité qu'une personne dans le public la voie et en fasse des choux gras, parce qu'elle a mangé de toutes les sortes sur les réseaux sociaux, en entrevue dans différents médias de la province. C'était pas drôle ce qui se disait à ce niveau-là. On a parlé de manque de respect. Elle a pris la bonne attitude, elle s'en est excusée rapidement. Donc, des fois, je dis toujours, il faut avouer, est à moitié pardonné. Peut-être que des fois, c'est parce qu'on va entendre les discours et on a un petit bidule dans l'oreille pendant qu'on est à l'Assemblée nationale ou à la Chambre des communes à Ottawa. Et parce qu'on est en train de lire quelque chose ou en train d'écrire quelque chose, ça ne veut pas dire qu'on peut être en train d'écouter les discours. Puis quand ce n'est pas ton tour à parler, tu n'as rien à dire. Puis alors, est-ce que c'est si grave que ça? Je pense qu'il faut mettre les choses en perspective, là. Disons que c'était peut-être juste pas sa semaine à ce niveau-là. Le dossier qui est venu vraiment me chercher en début de semaine, c'était ce drame, vous en avez entendu parler, le drame sur la rue Bégin. Un monsieur, Christopher Lacouvi, et une blonde, une ancienne blonde. Il y a encore des détails qui restent à sortir là, du côté de la police. Une dame de 20 ans, Amélie Gauthier-Matt, un couple qui a été retrouvé sans vie dans un appartement sur la rue Bégin. Au début, on pensait que c'était peut-être un meurtre, mais ce qui rend cette histoire particulièrement touchante, je dirais, c'est qu'il y avait un bambin, un petit de 3 ans, qui a été trouvé juste dans le même appartement où gisaient les deux personnes mortes. J'espère que cet enfant-là ne sera pas traumatisé pour le reste de ses jours. Reste à savoir ce qui s'est passé. La thèse qui circule beaucoup en ce moment, c'est qu'il y aurait eu un cas de surdose. Monsieur Lacouvi qui avait eu des problèmes de toxicomanie, mais qui avait eu aussi des problèmes avec la dame, presque une jeune demoiselle à 20 ans, là, Amélie Gauthier-Matt, qui venait d'être acceptée à la cité collégiale en passant en technique de réadaptation et de justice pénale. Qu'est-ce qu'elle faisait avec ce genre d'individu qui avait toutes sortes d'ordonnances de cours à son endroit, qui avait une interdiction d'être en contact avec cette dame-là? Qu'est-ce qu'il fait là avec son enfant? En tout cas, tellement de questions. Et on apprenait aussi aujourd'hui, jeudi, moment où on enregistre l'émission, que ça faisait déjà deux jours que les corps gisaient dans l'appartement. Donc, 2 jours pour ce petit enfant de 3 ans. 3 ans, là, c'est pas gros, c'est pas grand. Et enfin, bref, on va espérer pour le mieux pour l'enfant en question. Et puis, raison de plus pour peut-être des fois s'assurer et voir qu'est-ce qui se passe. Je me suis laissé dire que la mère de l'enfant, et si c'est le père qui l'avait, puis qui était déjà un personnage un peu particulier, on me dit, mais ça, j'ai pas nécessairement de preuve de ça, que la dame qui est la mère de l'enfant serait pas nécessairement apte à avoir la garde de cet enfant-là. En tout cas, ça part bien mal une personne dans la vie. Discours du président Trump, j'attendais le pire, j'ai eu moins pire, je vous le dis tout de suite. Vous le savez, ce n'est pas mon personnage préféré. Il a fait tellement de déclarations les unes après les autres, plus ridicules les unes que les autres. Des fois, il y en a, ses partisans disent qu'on le traite mal, nous, dans les médias. On n'a pas besoin de mal le traiter, il se maltraite lui-même. Alors, j'avais beaucoup d'anticipation à regarder parce qu'il faisait une adresse au Congrès cette semaine, en début de semaine, mardi,
pour être plus précise. Ce n'était pas une adresse à la nation, mais parce qu'il vient juste d'entrer en poste, ça le sera l'année prochaine. Ce n'était pas un état de la situation, mais c'était un peu d'aller dire officiellement au Congrès, aux membres des deux chambres, et il y avait des membres aussi de la Cour suprême du Canada. Il y avait différentes personnes qui gravitent autour de la société civile dans différents domaines qui étaient présents. Et c'était télévisé sur tous les grands réseaux américains. Alors, il y avait beaucoup, en tout cas, beaucoup d'attentes par rapport à ça, en même temps que tout le monde s'attendait à ce qu'ils nous sortent une coupe de bombes explosives verbales. Et ce que je peux vous dire, puis autant je suis capable de lui taper dessus à Donald Trump, puis il est capable d'en prendre, autant je peux vous dire qu'il faisait vraiment président Donald Trump mardi lors de son adresse au Congrès et à la nation en même temps. Il avait un ton, mais complètement différent. Il a dû travailler fort, pratiquer fort, mais en fait, il travaillait beaucoup avec son télésouffleur. Et pour une fois, parce qu'il y en a eu des télésouffleurs aussi pendant ses discours, pendant la campagne électorale à la présidence, sauf que son problème à Donald Trump, c'est qu'il ne suivait pas bien, ou il partait sur une tangente, puis là, il disait n'importe quoi, et c'est là qu'il se faisait ramasser par les médias. Là, il s'en est tenu à son texte. Je ne sais pas qui a préparé son discours, mais c'est un discours qui tentait d'être rassembleur, qui tentait d'amener et les démocrates, qui sont, mettons, un petit peu l'équivalent des libéraux NPD, et les républicains qui seraient plus du style conservateur, si on faisait un équivalent là, ici au niveau du Canada. Et il fallait voir, parce que les images qui nous provenaient de la salle où il donnait son discours, où il livrait son discours, tu avais les républicains d'un bord, donc Donald Trump, quand il parlait à la foule, à sa gauche, c'était les républicains, et à sa droite, c'était les démocrates, et c'était de voir les républicains, tu sais, en bon, je sais pas, moi, un petit peu en mouton, là, tu sais, qui se lèvent à toutes les deux phrases pour applaudir, et c'était pratiquement le silence de mort de l'autre côté. Son ton était rassembleur, il tendait la main aux démocrates parce qu'il réalise que s'il veut faire adopter son agenda, oui, il va le faire passer par les républicains, mais des républicains, il y a des conservateurs progressistes, il y a des conservateurs plus d'extrême droite, mais c'est la même chose aux États-Unis. Alors, on verra. Il y a beaucoup de démocrates qui ne se sont pas montrés la face. Il y en a beaucoup qui ont refusé de lui donner la main. Je trouve toujours ça un petit peu enfantin. Parce que la démocratie s'est exprimée aux États-Unis. Leur constitution a été appliquée à la lettre et c'est comme ça qu'il s'est retrouvé président. Fait que vous êtes pognés à vivre avec, mes amis américains. On fait une pause et on revient. J'ai perdu ma job. Encore. Je suis arrivée en retard 2 fois puis ils disent que je suis pas fiable. C'est l'autobus, pas moi. J'en ai 3 à prendre en plus de détours pour le petit à l'école. Si j'arrive pas à travailler, je peux pas mettre de bouffe sur la table. C'est pour ça que j'ai faim. Puis j'ai de la misère à l'école. Changer des vies pour la vie. Donner. Infomag, c'est un survol de votre actualité locale. Politique, culturelle, faits divers et sport. Mon nom est Mathieu Daou. Je vous donne rendez-vous tous les mercredis dès 19h sur TVC Basse-Lièvre. Bonjour, ici Mathieu Daou. Chaque semaine, je vous propose une belle rencontre avec des personnalités d'ici, dans la région. Tribune locale, tous les mardis dès 17h30 à TVC Basse-Lièvre. Rebonjour à Rapport Boivin. Alors, juste avant la pause, on vous parlait du discours de Donald Trump, président des États-Unis devant le Congrès, son ton qui était beaucoup plus conciliant, mais beaucoup plus présidentiel aussi. Je pense que les médias sont quasi unanimes. Là, il y a un consensus. Je sais que ceux qui l'haïssent à mort disent aux médias « Hey, encouragez-le pas, complimentez-le pas, parce qu'on ne finira plus de ne pas finir d'en entendre parler. » Sauf qu'il faut donner à César ce qui revient à César. Si on est capable de lui taper dessus quand il ne fait pas dans dentelle, il faut être capable aussi de dire quand il fait les bons coups. Ça ne veut pas dire que ses politiques n'ont pas changé. Il a parlé de l'immigration. À un moment donné, ce qu'il a dit,
c'est, rappelez-vous ce qui est le rôle de votre gouvernement. Votre gouvernement, un gouvernement, puis on peut le mettre dans le sens général, puis ça va s'appliquer aussi au Canada, et vous allez voir le lien que je fais avec le sujet suivant, c'est que le rôle d'un gouvernement, c'est de protéger, défendre, assurer la sécurité de ses citoyens. C'est ça le rôle principal d'un gouvernement. Alors, pour Donald Trump, ce qu'il dit, c'est que ces mesures d'immigration qui ont tellement fait crier, ça a commencé avec son histoire de mur avec le Mexique. Après ça, c'était le fait de dire on va interdire l'accès aux réfugiés qui proviendraient de 7 pays qu'ils ont décidé de pointer parce que de ces pays-là, selon Donald Trump et son programme, viendraient beaucoup de terroristes, d'extrémistes, et on aime autant pas les avoir. Ce qu'il dit, c'est que ce n'est pas nécessairement d'être ouvert et être intelligent que de permettre à des gens qui proviennent de pays où on ne peut pas être confiant que la vérification au niveau des antécédents de ces gens-là et de leur conformité, puis que ce sont des gens qui ne sont pas dangereux, on n'est pas capable d'attester de cette conformité-là, puis de la qualité de la vérification compte tenu de l'état de ces pays-là. Alors, ce que Donald Trump dit, c'est qu'il faut faire attention, on ne peut pas juste ouvrir nos frontières n'importe quand, n'importe comment. D'ailleurs, en passant, dans son discours, il a à 2 reprises mentionné le Canada, puis vous pouvez être certain que la gang du gouvernement Trudeau là, va s'en vanter, long comme le bras. C'est vrai que c'est rare qu'un président des États-Unis va parler de ses collègues de d'autres pays dans le cadre de son adresse à sa nation. Mais ici, le point qu'il voulait faire, c'est que ce qu'il disait en matière d'immigration, il voulait être plus comme le Canada, c'est-à-dire de baser l'immigration sur la qualification. Autrement dit, tu viens ici, si tu es capable de prouver que tu es capable de vivre sans que l'État soit obligé de payer pour tes besoins. C'est pour ça qu'on a un système de parrainage au Canada en matière d'immigration. Il y a beaucoup de gens qui se trompent et qui mixent parfois ou qui mélangent la notion d'immigré avec la notion de réfugié. Et sur l'autre aspect où ça peut avoir une importance avec le Canada, c'est est-ce qu'il va changer le décret? Parce que suite à son décret pour empêcher l'accès aux États-Unis, on dirait qu'ici, le monde là, est parti fou. Ceux qui étaient déjà les réfugiés ou qui tentaient d'obtenir le statut de réfugié aux États-Unis, mais ont décidé de rentrer à pleine porte. À pleine porte, let's go, on s'en va au Canada. En tout cas, c'est les images qu'on a semblé nous véhiculer. Des fois, nos politiciens prennent mal le pouls de leur population. Parce qu'à un moment donné, on a eu Denis Coderre, maire de Montréal, bien connu ici dans la région, qui a dit « Ah, moi, je fais de Montréal une ville refuge, sentez-vous à l'aise. Nous, on va ouvrir nos portes, longs comme le bras, pas de trouble, pas de questions, puis, tu sais, presque un free-for-all, puis vous viendrez chez nous. » Et ils ont l'impression, parce que les gens éprouvent de la sympathie, parce qu'on voit certains cas, des fois, qui crèvent le cœur, puis c'est le cas de le dire, il y a des gens qui n'ont pas le choix. Comprenez-moi bien, ils doivent partir de leur pays. Il y en va de la vie ou de la mort. Il y en a qui sont moins bien intentionnés, mais sur les centaines de milliers de personnes, pour ne pas dire les millions, qui tentent d'entrer dans d'autres pays, puis dites-vous que c'est beaucoup plus en Europe que c'est la problématique. Ici, on a un assez gros océan à traverser. C'est un peu moins facile de s'en venir quand tu arrives de l'Irak, ou tu arrives de la Syrie, ou tu arrives de la Libye, ou... c'est un petit peu plus compliqué de t'en venir au Canada ou aux États-Unis que de t'en aller dans quelques pays d'Europe. Et c'est pour ça qu'en Europe, ça pose énormément de problèmes de toutes sortes. Mais ceci étant, les politiciens, parfois, ils aiment ça, ils regardent ce qui se passe, ils regardent l'opinion publique, puis ils disent « Ah, les gens ont le cœur sensible. » Puis faites attention aussi, ce qui se vit à Toronto, ce n'est pas nécessairement ce qui se vit à Montréal, à Québec, à Gatineau, et ainsi de suite. Alors, Cogeco a fait faire un sondage SOM et les résultats du sondage devraient apporter un peu de matière à réflexion à nos politiciens, que ce soit nos politiciens municipaux, provinciaux ou fédéraux,
qui pensent que le Canada, c'est une belle terre d'accueil. Oui, on est une belle terre d'accueil, mais il y a énormément. Puis quand je dis énormément, quand on parle de statistiques comme 55% des répondants au sondage croient que le Canada ne devrait pas accueillir davantage d'immigrants à la suite des mesures anti-immigration du président américain, ça, c'est une lumière rouge, d'après moi, qui est envoyée aux politiciens qui pensent que tout le monde partage leur point de vue, qu'il n'y en a pas de problème en matière d'immigration. Des fois, ça peut être des impressions, mais si vous n'expliquez pas à vos citoyens ce qui est fait, l'impression qu'ils ont, c'est que c'est une grosse passoire, le Canada. On peut rentrer de n'importe où. On peut faire ça n'importe comment. On confond réfugiés et immigrants. Il y a des gens qui essayent de faire ça avec les règles établies. Il y a une règle qui dit que tu ne peux pas demander un statut de réfugié quand tu proviens des États-Unis. Ils ont déjà un système qui s'apparente beaucoup au nôtre. Ce n'est pas parce que Donald Trump a émis un décret que c'est nécessairement la loi aux États-Unis. Ça a été contesté, ça a été battu devant les tribunaux. Alors, est-ce qu'il y a une raison de prendre ceux que les États-Unis refoulent à leurs frontières? C'est toutes des choses comme ça. Et ce sondage-là, c'est ce qui démontre. À part la catégorie des très, très jeunes, et je parle autour de 18 à 24 ans, le reste de la population canadienne, québécoise, a certaines difficultés avec la notion d'immigration et pas aussi ouverte que les gouvernements semblent le dire. Alors, je pense qu'il y a une grosse lumière rouge à avoir. Ils ne sont pas nécessairement heureux de la façon que le gouvernement Trudeau traite la question d'immigration et de réfugiés. Il y avait des questions qui ont été posées là-dessus et une très forte majorité qui était contre la façon de procéder du gouvernement Trudeau. Alors, je pense, pour l'avoir vu dans l'élection fédérale de 2015, que des fois, ça ne prend pas grand-chose pour faire déraper une campagne électorale. Bien, il va peut-être falloir que les politiciens, au provincial et au fédéral, fassent attention, soient un petit peu plus à l'écoute. Ce n'est pas pour rien que Donald Trump a été élu parce qu'il est allé toucher certaines cordes sensibles à ce niveau-là. Parlant de cordes sensibles, moi, des fois, je suis un peu découragée là, de nous tous collectivement. Qu'est-ce qui a encore fait beaucoup jaser cette semaine? Un crucifix. Parce qu'on est tellement pratiquants, nous, les Québécois, je vais y dire de souche, là, parce qu'on en met tellement, on en beurre tellement épais sur les épaules des communautés culturelles, mais on est encore la majorité en passant au Québec, là, et avant qu'on soit battu en majorité, là, moi, vous dire, j'ai le temps de mourir 10 fois. Mais ceci étant, on a encore une histoire de crucifix. Qu'est-ce qui s'est passé au Centre hospitalier universitaire de Québec? C'est l'hôpital du Saint-Sacrement. On m'a dit de faire attention, comme je disais le nom, alors j'ai fait attention. Il y aurait eu une plainte, puis il y avait un crucifix qui se retrouvait entre deux ascenseurs, ou je ne sais pas trop, en tout cas, peu importe, que probablement 95% de la population qui mettait les pieds là ne remarquait même pas. Combien de fois on va dans des écoles où on va ici ou là, puis tu vois un crucifix, des fois tu le remarques, des fois tu ne le remarques pas. Puis si tu le remarques, ben en tout cas, moi, ça m'importe pas bien, je vais vous dire, bien franchement. En tout cas, pas au point là, que je vais aller voir une institution publique comme un hôpital, puis leur dire « Hey, enlevez-moi ça de là, ça me fait mal aux yeux. » Dites-vous une chose aussi, avant que vous partiez tous en peur, là, ce n'est pas les communautés culturelles ou d'autres religions qui demandent à ce que les Québécois retirent leurs signes religieux. Plus souvent qu'autrement, c'est ceux qui se targuent d'être athées, ceux qui veulent une laïcité, mais absolument partout, aucun signe religieux de qui que ce soit dans le domaine public, parce que ça doit leur faire tellement mal, mais vraiment mal aux yeux. Et là, tout un débat s'est ensuivi. Les réseaux sociaux sont mis de la partie, des pétitions pour faire ramener le crucifix. Je pense qu'on n'a jamais été aussi religieux que cette semaine, en passant. S'il y avait autant de monde qui chiale de cette situation-là, puis de cette plainte-là, puis du retrait du crucifix qui mettait les pieds dans les églises, il y en aurait peut-être un peu moins qui fermeraient, mais en tout cas, ça serait pour un autre temps, un autre moment. Là où j'en ai, par contre, c'est, OK, tu reçois une plainte d'une personne qui n'est pas content que le crucifix est là, puis qui te demande, direction d'hôpital, d'enlever ton crucifix qui fait partie des meubles depuis la nuit des temps. Donc, qui fait partie, selon certains, d'un système, de notre culture et que ça fait partie de notre patrimoine.
même si ce n'est pas religieux puis par croyance, mais plus par décoration, passe encore. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi suite à une plainte comme ça, on le retire. On donne raison à une personne basée sur quoi exactement? Est-ce qu'on a agi prudemment? C'est peut-être la question que je me pose. Ça me rappelait l'histoire du YMCA à Montréal où on avait les Juifs orthodoxes qui voulaient faire givrer les fenêtres parce qu'ils ne voulaient pas voir des madames qui faisaient de l'exercice. Aux damnations, c'est épouvantable. Corps, il ne faut pas le voir, là. Alors, tu sais, ça aurait pu probablement entraîner dans des débauche tellement de jeunes yeux chastes et autres. En tout cas, c'est d'un ridicule consommé. Mais ce n'est pas la demande que je blâme, c'est ceux qui donnent droit à ce monde-là. C'est ça qui crée les frustrations, qui crée une certaine intolérance parce que c'est frustrant de voir ce genre de situation-là. Et bien là, ça fait en sorte que les gens de l'autre bord vont dire « Bien, garde, toi, tes affaires, je ne veux pas les voir non plus. » Alors, mon Dieu, moi, mettez-moi toutes les sortes d'accroix, la croix de David, les croix, n'importe quoi, là. Ça ne change rien dans ma vie. En tout cas, tolérance, les amis, tolérance. Un autre dossier qui fait sauter, bondir bien du monde, c'est l'histoire de parents bénévoles dans une municipalité, je pense que c'est à Saint-Colomban, en tout cas c'est en Montérégie. Vous avez sûrement entendu parler de ça, des parents qui ont décidé pendant la semaine de relâche, un petit groupe, de se mettre ensemble avec le maire de la municipalité parce que la commission scolaire n'avait pas de sous pour faire repeinturer quelque chose qui était décrépit au bout. Ils ont décidé pendant la semaine de relâche de faire une surprise aux enfants qui seraient retournés à l'école lundi prochain avec des beaux murs peinturés, des casiers peinturés, l'air un peu plus frais. Mais là, la Commission de la construction du Québec s'est mis le nez là-dedans parce qu'il y aurait eu, encore une fois, une plainte. Et là, imaginez, oh, gros crime épouvantable, donnez-leur la peine de mort. C'était contraire à la loi, la réglementation en matière de travaux de construction. Une commission scolaire n'a pas le droit, même par bénévolat, de faire du travail qui serait autrement sous le décret, assujetti au décret. Et voilà, ça a fait bondir tout le monde. La bonne nouvelle qui ressort de tout ça, c'est que les travaux ont été complétés, mais aussi c'est que la ministre du Travail, des fois, ça prend une stupidité pour faire bondir les gens puis faire revoir les choses. Alors, quand on va commencer à dire que du bénévolat, on ne peut pas en faire, on a un problème comme société. Par ailleurs, il ne faut pas empêcher puis enlever des jobs à tout le monde avec le bénévolat. Ça pourrait être une façon de contourner les lois. À la semaine prochaine!